Les aléas du direct, la deuxième partie. Nous étions dans la laïcité. Nous irons tout à l'heure faire un tour du côté de l'abolition de l'esclavage. Entre les deux, je vous propose d'aller acheter une automobile, pourquoi pas, avec Patrick Sécotti. C'est vrai que l'automobile, en tout cas, c'est un secteur qui souffre. Ça, c'est clair en ce moment. En tout cas, les constructeurs français sont à l'appel, si on en croit les statistiques, pour relancer le commerce avec la CCI de Montpellier. Vous avez imaginé de mettre en place quelque chose qui existe déjà dans d'autres villes. Un village de l'automobile, ça fait partie des programmes et du projet présenté par le président André Daljari de la CCI de Montpellier. Vous vous en occupez avec Jacques Almeras, que l'on a déjà reçu sur ce plateau. Avant de faire le point avec vous sur le dossier montpelliérain, sur le projet montpelliérain de ce village de l'automobile, moi je vous propose d'aller faire un tour du côté de Carcassonne, avec le groupe Tressol Chabrier, qui a mis en place une cité de l'automobile. C'est la marque de ce lieu. Évidemment, à Carcassonne, on fait des cités. C'était assez logique en termes de marketing. Une implantation assez originale, puisque pour le coup, il y a beaucoup de marques, mais toutes les marques, toutes les concessions appartiennent au même groupe, le groupe Tressol Chabrier, un groupe implanté dans les Pyrénées-Orientales. Ils ont démarré là-bas, également dans l'Aude, évidemment dans l'Hérault. Il y a également une implantation à Toulon. Ils ne sont pas présents sur Montpellier, un marché qu'ils jugent assez difficile en termes de concurrence. En tout cas, sur Carcassonne, ils sont très costauds. On le découvre dans ce reportage. 20 ans après Perpignan, c'est au tour de Carcassonne de proposer son village automobile. Ici, les 12 marques présentes sur le site appartiennent au même groupe. Tressol Chabrier compte sur ce regroupement pour tirer son épingle du jeu. Quand vous êtes éparpillé dans la ville, vous avez une offre et une capacité d'attirance qui est unique à chaque fois sur un de vos sites. Bon là, l'idée en associant toutes les marques et en prenant des marques nouvelles également, puisque on a rajouté ici 2 nouvelles marques que nous n'avions pas. L'idée, c'est de développer l'effet d'offre et de proposer à nos clients de se retrouver ici et de pouvoir trouver un ensemble de véhicules qui couvrent l'ensemble de leurs besoins. 4 mois après son ouverture, les clients de la cité automobile semblent satisfaits. Oui, c'est bien. C'est très pratique. Mais moi, je suis fidèle à eux. J'ai pas de soucis, quoi. Même si j'étais resté là-bas, je serais resté chez eux. Pour compléter l'offre de la cité de l'auto, le groupe Tressol Chabrier a mis en place un service auto-discount, des véhicules de plus de 48 mois avec plus de 100 000 km au compteur à des prix attractifs. Ça nous permet de cibler la clientèle qui a acheté sur le Bon Coin, qui a acheté des véhicules entre particuliers sans avoir la garantie, sans être certain que le produit ait été révisé. Donc aujourd'hui, on offre ce nouveau concept aux clients. Donc le véhicule est garanti minimum 3 mois. Il y a 51 points de contrôle qui sont faits dessus et le client est beaucoup plus serein parce qu'en fait c'est le même prix qu'un particulier, mais il est sûr de ne pas avoir les embêtements qui vont avec. Le concept est ambitieux, mais Tressol Chabrier jouit d'un avantage non négligeable. Vu qu'il est le seul à gérer le site, il dispose d'une grande liberté de décision et d'animation. Alors c'est un cas assez original, puisque on l'a compris, le même groupe possède toutes ces marques. Il y en a une douzaine regroupées sur ce site. Alors un des avantages immédiats, c'est que s'il veut faire une ouverture le dimanche, il est tout seul à décider. Il ouvre toutes ses concessions en même temps le dimanche. Il m'a fait remarquer, le PDG, qu'effectivement ça fait partie des contraintes dans un village de l'auto qui réunit plusieurs entreprises différentes, comme il le vit à Perpignan. Ça fait partie des difficultés. C'est-à-dire que quand il veut faire une promotion ou une ouverture spéciale, il faut que d'abord tout le monde se concerte, tout le monde soit d'accord, etc. Vous avez eu ce même type de remarques ici en travaillant sur le dossier à Montpellier? Non, pas forcément. Non, c'est pas une des idées qui a fait déclencher l'idée de cité automobile ou de village automobile. Nous, l'idée, c'est aussi de fédérer, bien sûr, des concessionnaires. Différents, ceux-là. Là, je peux comprendre que c'était le même concessionnaire avec les avantages que ça. Mais par contre, nous, c'est une quinzaine pour le moment. Enfin, il y en a 13 qui se sont engagés autour du projet fortement. 13 concessionnaires différents. Alors, ça fait vraiment beaucoup de marques, puisqu'il y a des concessionnaires qui représentent déjà 4 ou 5 marques. Donc, ça fait beaucoup de marques. Et l'idée, c'est de mettre en commun des moyens. Mais d'aller au-delà d'une vitrine, on souhaite, c'est pour ça qu'à la CCI, on a souhaité s'engager là-dessus. Au-delà d'une grande vitrine de l'automobile, on souhaite que derrière, créer des activités supplémentaires,
essayer de créer des emplois. On souhaite mettre en avant des artisans, on souhaite mettre au centre un pôle ludique, on souhaite mettre en évidence le centre de formation de l'automobile. On voudrait aller au-delà de la grande vitrine. Alors vous seriez capable de gérer, par exemple, des concurrences. Alors concurrence entre les concessionnaires, oui, évidemment, il y a des marques différentes. Mais le PDG de Tresol Chabrier me faisait remarquer que il souhaitait pas forcément accueillir dans son village de l'automobile les spécialistes de la réparation auto qui ne font pas partie des marques. Je ne veux pas en citer certaines, mais tout le monde aura compris parce qu'il s'agit là de concurrence difficile pour les concessionnaires. Alors il a créé son propre système, on l'a vu, de discount de vente d'automobiles d'occasion, mais il est prêt à peut-être compléter l'offre de service, mais pas avec des concurrents directs sur de la réparation. Vous avez la même réflexion à Montpellier? On a les mêmes réflexions, les mêmes échos. C'est vrai qu'il faut être très prudent sur ces sujets-là. On a entendu par exemple dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des vendeurs de pièces détachées qui puissent être justement en concurrence directe. Je crois que ça, les concessionnaires vont s'organiser parce qu'ils ont des idées en commun sur le sujet. Nous, au niveau de la CCI, vous avez compris que nous, on est là pour faciliter, pour la mise en contact. Et ce qui est intéressant, c'est que le projet ici était un peu coincé par rapport d'une part au transfert de la Restanque, la Restanque étant le quartier où les principaux concessionnaires, notamment les Français, sont installés depuis pas mal d'années à Montpellier et où la mairie les a invités à déménager pour libérer des places pour un quartier, notamment avec des logements sociaux. Donc il y avait un petit peu de blocage et je trouve que ce qui est important, le rôle de la CCI, c'est justement d'éviter ces blocages, de jouer les facilitateurs et d'arriver à faire mettre autour d'une table la ville de Montpellier, cette quinzaine de concessionnaires, pour déjà arriver à trouver des terrains d'entente sur les terrains, justement sur l'immobilier. Après, il y a le problème de la localisation, mais là, on a des idées. Alors justement, déjà sur les concessionnaires, c'est pas des concessions d'ailleurs, ce sont des succursales. Les Français, ils viendraient sur le village de l'automobile? Tout à fait. Les Français viendraient sur le village automobile, et c'est vraiment la première démarche, c'est d'arriver justement à débloquer la situation par rapport à la Restanque, mais elle n'est pas si bloquée que ça. Il faut juste que les intervenants se mettent autour d'une table. Alors on a vu récemment, je crois que on peut le citer, c'est BMW qui a ouvert un immense hall pas loin de la sortie d'autoroute, là, Montpellier Sud, Ouest. Donc eux, on les imagine mal déménager rapidement, à moins que le village automobile s'implante par là, non? Vous en êtes tout de l'implantation? Alors l'implantation pour le moment c'est assez secret, on va dire, puisque les négociations sont en cours, donc il faut faire preuve de discrétion sur les... Mais il est évident qu'on souhaite que ce soit entre les deux autoroutes, entre Saint-Jean-de-Védas, la sortie Saint-Jean-de-Védas et la sortie Montpellier-Ouest. Donc ça sera par là, bien sûr, de toute façon. Ce sera entre les deux autoroutes, c'est-à-dire le doublement de l'autoroute, ce sera... Ça sera plutôt... Ou ça sera proche de la sortie Montpellier-Ouest, ou ça sera proche de la sortie Saint-Jean-de-Védas. D'accord. Voilà. C'est une de ces deux options. Il faut trouver un terrain d'une vingtaine d'hectares. Et donc pour le moment on avance bien et je pense qu'à la rentrée en septembre-octobre on va pouvoir donner un lieu précisé. Donc le lieu précis, il se précise. Voilà, il se précise. Le nombre de concessionnaires, en tout cas de vendeurs d'automobiles, c'est une quinzaine, ça aussi. Une quinzaine, et notamment les concessionnaires que vous venez d'évoquer, les patrons automobiles que vous venez d'évoquer, seraient aussi là. Ça peut paraître étonnant, mais donc ils seraient obligés aussi d'avoir plusieurs implantations, puisque en tout cas, c'est leur volonté. Leur volonté, c'est de suivre la cité automobile, le village automobile. On n'a pas encore déterminé le terme. Alors la cité de l'auto, c'est sûr que c'est un peu carcassonné, comme il est. Oui, mais à côté de ça, le village, c'est un côté restrictif. Donc on est en train aussi de réfléchir aussi en termes de marketing. Voilà, donc on ne sait pas tout à fait où, mais presque. On ne sait pas tout à fait qui, mais enfin on en a une bonne vue. Quand? Objectif ouverture 2017. Donc là on a lancé tout. 2017, donc nous sommes en 2013. Ouais, 4 ans. 4 ans, donc on sait qu'après il y a des délais, etc. C'est assez long au niveau administratif, donc c'est un dossier qui est bien parti. C'est un dossier qui est très bien parti. Pour le moment, tous les feux sont ouverts, si je peux dire. Eh bien, en automobile, c'est pas plus mal que les feux soient ouverts. Patrick Secotti, on profite de vous avoir sur ce plateau. Vous avez une autre casquette, c'est celle de chef d'entreprise, bien sûr, mais de président de la Fédération de l'Hérault du bâtiment. Et dans vos combats, il y a celui contre la concurrence que vous dénoncez comme déloyale, notamment d'entreprises étrangères ou d'entreprises étrangères locales qui font travailler de la main-d'œuvre étrangère avec les codes sociaux étrangers, les codes du travail de l'étranger. Vous en êtes où là-dessus? On avance positivement. On a signé 12 conventions l'année dernière avec les collectivités. Ça c'était dans un premier temps pour attirer
pour attirer l'attention des collectivités sur la notion de mieux-disant, qu'il n'y ait pas que le prix qui soit le principal facteur quand on retient une entreprise dans les appels d'offres. Donc derrière, il faut qu'il y ait du savoir-faire, il faut qu'il y ait une éthique. Donc ces conventions étaient dans ce sens. Ça, c'était l'année dernière. Cette année, on travaille avec les députés. On a 7 députés sur 9 de l'Hérault qui sont intéressés par notre combat. C'est vraiment un vrai combat de cette concurrence déloyale. Donc pour le moment, depuis le début de l'année, ils sont lancés sur le sujet. Ils travaillent avec nous. Ils ont soit une vingtaine de questions au gouvernement. Je trouve ça fabuleux qu'en aussi peu de mois, ils aient pu aussi bien travailler. Je suis vraiment enthousiasmé par leur dynamique. Et pour l'instant, les députés se bougent, mais est-ce qu'il y a des retours du côté du gouvernement? L'idée, c'est de travailler un projet de loi pour essayer de protéger l'emploi local, pour mieux protéger l'emploi local. Je pense que l'Europe a des vertus, mais on n'était pas du tout préparé à cet afflux de main-d'œuvre. Vous l'avez évoqué, il y a les entreprises, la concurrence des entreprises étrangères, notamment frontalières espagnoles. Ça, c'est une chose. Je pense qu'il n'y aurait pas grand-chose à dire là-dessus, mais par contre, il y a autre chose, il y a ces réseaux qui viennent nous envahir, ces réseaux qui sont souvent proches des réseaux de prostitution, je dirais, parce que c'est vraiment l'exploitation de l'homme par l'homme. On voit arriver dans ces réseaux des gens exploités. On va y venir, à ce sujet finalement de l'abolition de l'esclavage, même si on n'en est pas forcément là, mais effectivement, une exploitation manifeste d'une main-d'œuvre, parfois qualifiée, mais dans tous les cas, mal payée, et certainement pas avec les conditions du travail françaises. Tout à fait. Dans un déséquilibre total qui met en péril, on a à peu près évalué, qui met en péril dès cette année peut-être 2000 emplois. 2000 emplois locaux. Ça et le fait de ralentissement de l'activité fera qu'au minimum, nous allons perdre 2000 emplois cette année, peut-être même plus. Je n'ose pas annoncer les 3000. Donc c'est dramatique. C'est dramatique. Donc il faut faire quelque chose. Il faut qu'on arrête cet afflux de main-d'œuvre étrangère, cette concurrence déloyale à moitié prix. Eh bien, écoutez, on va essayer de pas trop vous faire déprimer devant les aléas du direct ce soir. Des fois, on est un peu plus olé, mais là, on n'a rien calé là-dessus. Nicolas Cadenne. Non, c'est effectivement une question. Moi, sur mon autre casquette, lorsque j'étais conseiller du ministre de l'Agroalimentaire, c'est dans le secteur agroalimentaire aussi, il y a cette problématique de la directive détachement qui permet à des salariés des pays frontaliers avec des conditions sociales bien moindres de venir quelques jours travailler avec leurs conditions d'origine. Et donc c'est évidemment une concurrence déloyale. Donc là-dessus, on y travaille très fortement auprès de Bruxelles pour amender la situation actuelle, évidemment. Donc vous y travaillez, mais on sent bien que c'est compliqué parce que évidemment les pays frontaliers... Il faut s'entendre avec l'ensemble des pays, voilà. Et on est dans l'urgence. Et on est dans l'urgence, c'est vrai. Eh bien, écoutez, on va essayer de garder le moral et on va fêter quelque chose. On va fêter une abolition, puisque même si le pourquoi du comment, c'est gravissime, mais en tout cas, l'abolition, elle, a été une bonne nouvelle, même si, on le verra, cette abolition, c'est pas faite en un jour. Allez, on marque une nouvelle courte pause. On se retrouve pour la 3e partie des aléas du direct.